Nous allons parler aujourd'hui de l'affaire Epstein avec trois journalistes, je m'inclus dedans. Donc moi, je m'appelle François Bougon, je suis journaliste au service international de Mediapart. Et je suis accompagné, je ne sais pas si je dois les présenter parce qu'ils sont, c'est même pas la peine de les présenter, Marine Turki et Fabrice Arfi, qui eux appartiennent au pôle enquête de Mediapart. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 30 janvier, c'était un vendredi. Il était à peu près 18h, 18h15, 18h30. C'est l'heure où à la rédaction, il n'y a plus vraiment grand monde en fait. Les gens partent en week-end, certains ont pris leur journée off pour pouvoir partir. Moi, je sais pas, j'étais là, j'avais décidé d'être là, peut-être par hasard. Je commençais un petit peu à m'ennuyer, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire demain ? Et puis tout d'un coup, je vois une alerte du New York Times. Et l'alerte, elle disait tout simplement, le ministère de la Justice publie 3 millions de documents sur l'affaire Epstein. Et donc je me dis, je suis chargé au pôle international du suivi depuis Paris de l'administration Trump. Alors je fais des allers-retours et puis je me suis intéressé assez vite à cette affaire Epstein d'un point de vue politique parce que Trump l'avait utilisé, instrumentalisé dans sa campagne en promettant des révélations et surtout en désignant une espèce de conspiration des démocrates. Et dans ce cadre-là, il avait décidé de publier des millions de documents, en l'occurrence 3 millions de documents sur cette affaire. Et ça arrive vers 18h15, 18h20. Fabrice était à la rédaction, je ne sais plus si Marine aussi, mais... et là, je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que j'avais déjà écrit dessus. Je vais voir Valentine Auberti, qui est notre directrice éditoriale, une des deux directrices éditoriales, et je lui dis, écoute Valentine, je ne sais pas trop ce que je peux faire là maintenant, de toute façon ça va être publié. Je me donne le temps de la nuit, on va voir s'il y a des choses qui sortent dans la presse états-unienne, et puis on verra bien, en fonction de ça, on avise. Elle me dit, ok, d'accord, on va prévenir les gens qui sont de permanence. Et puis j'envoie quand même un mail parce que bon, je suis un peu taquin de temps en temps, donc j'envoie un mail avec la capture d'écran du New York Times et puis je mets plus de 3 millions de documents. Le département de la justice publie 3 millions de documents de l'affaire Epstein et puis je mets en objet, je mets bon week-end, 18h36 et puis je m'en vais. Voilà. Après, le soir, bon, je commence à regarder, et puis je vois des choses, et puis je dors, comme tout le monde, comme vous toutes et tous. Et puis, le lendemain, je me mets quand même à travailler dessus, à regarder, et puis je ne sais pas pourquoi, et ça, je ne pourrais pas vous le dire, je ne sais jamais. Enfin, voilà, c'est peut-être le cerveau qui a un peu vieilli, mais je commence à travailler, à remarquer qu'il y a des documents qui sont liés à la famille de Jack Lang et sa fille Caroline. Et donc, je commence à travailler, je commence à regarder et je tombe sur des documents. Et puis, j'alerte Valentine Auberti, qui, en l'occurrence, était de permanence. Et là, elle me dit, écoute, est-ce que tu ne veux pas voir avec Fabrice ? Parce que lui aussi, apparemment, a trouvé des documents. Et donc, en fait, voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et je vais laisser Fabrice raconter la suite. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreuses, nombreux. Pour poursuivre et filer le début du récit, un peu de la coulisse de comment certaines enquêtes naissent et de ce que François a introduit. En fait, dans ce nouveau volet, évidemment, Marine reviendra sur le volet principal, le plus criminel de l'affaire Epstein, mais ce volet naît en France des révélations, ou plutôt de la libération d'un certain nombre de documents par l'administration Trump, qui concerne un volet, dans un premier temps, financier et lié à Jack Lang. Mediapart a été très identifié comme étant le journal qui a révélé les liens Jack Lang, Epstein et leur intensité. Et ce que vient de vous raconter François est assez fondamental sur le fait que là, on n'a pas été meilleur que les autres, c'est juste qu'on a travaillé le week-end. Voilà. Et je le pense très sincèrement. C'est-à-dire que je pense que le fait que tous les deux... François a une bonne expression, il avait utilisé un jour sur un plateau télé en parlant des fichiers Epstein comme un vortex. Et c'est vrai que quand on plonge dans ces 3 millions de documents, il y a un effet vortex dans lequel on a du mal à sortir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est confronté à quelque chose de totalement vertigineux pour une enquête, c'est qu'on est
au pied d'une montagne dont on ne peut absolument pas deviner comment éditorialement on va la gravir. 3 millions de documents avec des fichiers PDF, des mails, des lignes de compte, des photos, des extraits vidéo, qui ne sont pas inventoriés comme peuvent l'être des documents aux archives nationales ou dans n'importe quel centre d'archives. C'est lâché comme ça dans la nature de manière absolument chaotique. Et on est à la fois confronté, en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné, à une double impression un peu contradictoire. C'est d'être face à un tas de boue, parce que c'est un tas de boue, ces documents, qui nous font plonger dans la matrice criminelle d'un homme qui est une sorte de compromat fait homme à l'échelle du monde. Et j'y reviendrai sur comment il a utilisé la corruption, la compromission financière comme le véhicule de ces crimes sexuels. Et en même temps, dans ce tas de boue, mais c'est une sorte de résumé du journalisme, il y a des pépites d'or pour l'information. Et donc c'est étrange, notre métier consiste parfois à plonger la main dans la boue pour trouver les informations qui vous appartiennent, qu'on doit vous rendre. Et donc c'est vrai qu'avec François, on a eu, sans le savoir au début, la même intuition. En fait, on peut faire des recherches par mots-clés dans le moteur de recherche du DOJ, le département de la justice états-unien. Alors c'est un moteur de recherche qui est absolument nullissime, si j'ose dire, et si j'étais taquin, je pourrais dire qu'il est pire que celui de Mediapart. Puisqu'on ne peut pas faire de recherche par date, on ne peut pas faire de recherche par lieu. Voilà. Bon. Donc on se retrouve confronté à des listes interminables. Néanmoins, moi ça a été comme ça que je suis tombé sur la famille Lang, c'est qu'on savait qu'il y avait des relations entre Jack Lang et Epstein. Et en fait, chacun met dans le moteur de recherche un peu parfois... ce qu'il croit être une bonne piste ou ses obsessions. Je vous mentirais si je vous disais pas que j'avais tapé Sarkozy, si j'avais pas tapé Sarkozy en premier. Voilà. Je vous jure que c'est vrai, si. Chacun a mis son nom. Voilà. Je sais pas si t'as mis Patrick Bruel avant l'heure, mais Marine. Bref, Gérard Depardieu. Et c'est comme ça que, en fait, un document en appelant un autre. Parce qu'en tapant Jack Lang, on voit Caroline Lang. En tapant Caroline Lang, en fait, on voit que ça fait référence à un moment donné à un mail. Lequel mail fait référence à un élément financier. Lequel élément financier fait référence à un numéro de compte. Alors du coup, après, on ne cherche plus avec le nom. On cherche avec le numéro de compte. Et donc là, les documents, ce ne sont pas les mêmes qui remontent. Et donc, cette espèce d'artisanat de l'enquête dans une masse de données absolument folle nous permet assez rapidement en réalité, parce que c'est un peu comme la lettre volée d'Edgar Allan Poe, c'est-à-dire que les éléments, ils sont là sous nos yeux. Et la lettre, elle est sur la cheminée. Il suffit de savoir où chercher. Ça nous a permis, avec François, assez rapidement de documenter cette histoire un peu dingue d'un Jack Lang et de sa fille Caroline, qui vont, sans aller trop loin par rapport à la présomption d'innocence, mais on peut dire se compromettre avec le criminel sexuel dans un volet financier, puisque une société offshore va être ouverte dans un paradis fiscal pour des questions de spéculation autour des œuvres d'art, et une relation entre la famille Lang et Jeffrey Epstein, y compris avec la connaissance des crimes dont il était accusé, contrairement à ce que les uns et les autres vont dire, nous amène assez rapidement dans le courant du week-end d'avoir la certitude qu'il y avait un sujet à faire. Et je ne sais pas si c'est la chance, je ne sais pas si c'est d'autres choses, enfin bon, peu importe. Il se trouve que le dimanche, pendant que François continuait de gratter les moindres recoins de ce qu'on pouvait trouver sur Lang/Epstein, moi j'ai pris contact avec la famille Lang, avec Jack Lang et avec Caroline Lang. Alors, pour la petite anecdote, comment j'ai eu le portable de Caroline Lang. C'est une bonne démonstration de comment les documents Epstein ont été rendus publics absolument n'importe comment par l'administration Trump. C'est-à-dire que l'administration Trump a jeté des millions de documents en ne caviardant pas le nom de certaines victimes, en disant tout ce qui relève de la vie privée, par exemple les numéros de téléphone, les mails, on les a caviardés. Mais en fait, il y a plein de documents qui sont répliqués. Le même document apparaît plusieurs fois. Et donc, plein de fois, il y avait Caroline Lang, téléphone 2 points, et puis il y avait un petit... C'était blanc-côté. Il y en avait un, c'était pas blanc-côté. Voilà. Ou... plus exactement, le trait pour blanc-côté était trop fin.
Et donc c'est comme ça qu'on a pu avoir le numéro de portable, la contacter, et elle m'a donné rendez-vous au Café Français, place de la Bastille, le dimanche après-midi. Je suis resté quasiment 2 heures avec elle. Pourquoi on fait ça? On ne le sait pas toujours. Quand on est de l'autre côté, celui des lectrices et des lecteurs, c'est que nous, on a un impératif qui est un impératif juridique dans nos enquêtes. C'est ce que, dans notre petit verbiage entre nous, et y compris devant la loi, nous appelons le respect du contradictoire. C'est-à-dire que quand on enquête sur quelqu'un, quand on va publier des informations, nous avons exigence par la loi, pour respecter les canons, notre déontologie qui est celle de la loi de 1881, on doit respecter un certain nombre de critères, parmi lesquels le respect du contradictoire. Quand on écrit sur quelqu'un, on doit, avant de publier, tenter de recueillir ses commentaires sur les informations. Pour plusieurs raisons. C'est parce que la version des personnes, elle est par définition entendable. En tout cas, elle doit être publiée s'ils acceptent de nous la donner. Mais aussi parce que parfois, c'est un moment de l'enquête, le contradictoire. On pense avoir des informations, puis au moment du contradictoire, la personne qu'on nous interroge dit « Ah oui, mais vous le connaissiez, ce document ? Ah, mais vous saviez ceci, vous saviez cela ?» Et parfois, ça nous permet de ne pas faire d'erreur. Ça nous permet de dire « Ah, en fait, ce qu'on pensait être une certitude ne l'est pas, etc. » Donc, on fait ça, et je fais ça avec Caroline Lang. Après quoi, j'ai Jack Lang au téléphone, assez brièvement, je dois dire. Et dès le lundi matin, nous allons lancer le premier article qui donnera naissance à toute une série d'articles sur les liens financiers puissants, pour dire les choses pudiquement, entre la famille Lang et Jeffrey Epstein, et qui, un peu comme le fil qui dépasse d'une pelote de laine, en le tirant, parce que c'est pas le premier article n'est jamais le dernier, ça n'est évidemment que le début, on va découvrir, au-delà de Jack Lang, des compromissions françaises de Jeffrey Epstein, du criminel sexuel et du criminel financier, qui, avec le Quai d'Orsay français, qui, avec une partie d'hommes et de femmes qui ont travaillé dans des environnements politiques, notamment ceux de Nicolas Sarkozy quand il était à la présidence de la République, et avec, moi, et j'en terminerai là pour laisser la parole à Marine, le sentiment, dès qu'on a sorti les premières informations, qu'une fois de plus, le débat public est parti un peu à l'envers, où j'ai trouvé, à titre personnel, mes collègues diront ce qu'ils ont ressenti par rapport à ça, qu'il y avait comme 2 injonctions, comme ça, contradictoires dans le débat public et sur les réseaux sociaux. D'abord, celui où vous mettez les mots finance, juif, pédocriminalité, c'est le bingo pour certaines personnes, C'est la démonstration du grand complot. Et de l'autre, une partie de la réaction, y compris d'un certain nombre d'éditorialistes, qui disaient « Ah là là, attention, avec ces informations, vous allez nourrir le sentiment d'un tous pourri ou quelque chose d'anti-élite. » Bon. Et j'ai trouvé que ces 2 réactions primaires, sans même aller vérifier les informations, sans même aller enquêter, étaient comme les 2 murs d'une prison mentale qui empêchait de regarder ce qui est. Et donc nous, ce qu'on s'est dit très rapidement ensemble, et puis on s'est parlé très vite, se dire il faut que nous, journalistiquement, on écarte ces 2 murs, et plutôt que de discourir de ce qui n'est pas, commençons à regarder ce qui est. Et c'est quand même la meilleure façon de raconter le réel, c'est avec les éléments et non pas avec les convictions ou les fantasmes qu'on peut avoir. Bonjour à tous et à toutes. Peut-être pour continuer le récit aussi de Fabrice et François, le lundi matin, tu te souviens, on avait une conférence de rédaction où évidemment vos révélations à tous les deux et l'affaire a pris beaucoup de place, mais après on a fait une sorte de task force comme on sait le faire souvent à Mediapart quand il y a une affaire qui surgit ou une affaire dont on s'empare, même quand on n'est pas d'ailleurs parfois les premiers à faire des révélations. Il y a un moment où on se met en branle collectivement et c'est ce qu'on a fait. On était peut-être une dizaine autour de la table dans une réunion qu'on a faite ensuite, une réunion où il y avait différents métiers du journal d'ailleurs, parce qu'il y avait Christelle Coupa qui chez nous pilote tout le service support informatique, et on réfléchissait à comment aspirer un peu tout ce leak, toutes ces données pour essayer de les classer, puisqu'effectivement, comme l'a dit Fabrice, c'était des mails qui étaient en doublon, en désordre, voilà, c'était difficile d'absorber toute cette matière.
Et on a commencé à se demander, face à toute cette matière, comment on allait travailler, selon les spécialités de chacun et chacune. Et très vite, le débat est venu aussi sur l'idée qu'il ne fallait pas oublier le cœur et le fond de l'affaire première, de l'affaire Epstein, et de ses ramifications, qui était quand même une affaire de violence sexuelle, une affaire de crime sexuel, et pas des moindres, puisqu'on parle d'un trafic de mineurs mondial, avec Epstein qui était à la tête de gondole, mais avec beaucoup d'entremetteurs, de rabatteurs. Voilà. Donc c'était assez vertigineux, mais on s'est souvenu aussi de nos archives. Pourquoi ? Parce qu'à Mediapart, quand Jeffrey Epstein est arrêté, puis d'ailleurs se suicide assez vite dans sa cellule à l'été 2019, nous, à Mediapart, on avait été les premiers, sous la plume de notre collègue Mathieu Magnodex, qui revenait de sa correspondance à New York à l'époque, et d'une journaliste pigiste qui s'appelle Laurine Ortiz, qui avait publié tous les deux la première enquête sur le rabatteur français, en tout cas l'homme qui est accusé d'être le rabatteur français de Jeffrey Epstein, et l'un de ses amis tellement proches qui sont quasiment des frères, et qui s'appelle Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel, c'est un homme de 75 ans à l'époque quasiment, qui avait été un agent de mannequin et à la tête d'une très grosse agence en France dans les années 80-90, puis il avait poursuivi ensuite son travail aux États-Unis au point de devenir un très très proche d'Epstein. Quand l'affaire éclate en 2019, elle ne fait pas autant de bruit qu'en janvier. Mais elle fait assez de bruit pour qu'on publie cette enquête sur Jean-Luc Brunel et qu'on publie ensuite d'autres témoignages de femmes qui témoignaient de violences sexuelles qu'elles auraient subies de Jean-Luc Brunel. Donc il était accusé d'avoir été un rabatteur, mais il était aussi lui-même accusé de violences sexuelles, de viols notamment sur des femmes qui étaient des mannequins très jeunes. Et donc on a révélé tous ces témoignages. Et donc, en fait, quand il y a ce rebond des années plus tard, puisque donc la justice française, à l'époque, ouvre une enquête, notamment sur Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel va se suicider en prison, comme Jeffrey Epstein, mais en 2022, et ça va mettre fin, finalement, aux poursuites, puisqu'il était, en tout cas, mis en examen pour violences sexuelles, mais pas sur le volet de trafic. Ils n'avaient pas, en l'état, assez d'éléments. Cette enquête, elle s'était éteinte. Ça avait été très dur pour les plaignantes, dont on avait publié le témoignage en 2019. Et donc, quand ça rebondit à la faveur de cette publication de 3 millions de documents, on se dit qu'il ne faut pas oublier ce volet-là. Et on se dit aussi qu'on mesure évidemment que pour toutes ces plaignantes, c'est extrêmement douloureux parce qu'elles ont l'impression que tout le monde va fouiller tout un tas de noms, faire un peu du name dropping, à essayer de regarder s'il y a des personnalités, à s'intéresser à tous ces grands noms, alors qu'elles ont déjà raconté tout ça. Et qu'il faut se souvenir que la première à raconter ça, c'est Virginia Giuffre, qui s'est suicidée au cours de l'affaire. Elle a donné énormément d'informations aux enquêteurs, mais elle a aussi été extrêmement impactée par toute cette affaire et elle a mis fin à ses jours. Donc on voit évidemment cette dimension tragique qu'il ne fallait pas qu'on oublie. Donc on a essayé de tenir les deux bouts, c'est-à-dire d'enquêter à plusieurs, hein, là on est 3, mais on était nombreux et nombreuses, d'enquêter à plusieurs, mais de rappeler aussi qu'à la base on parle bien de crimes sexuels et d'un réseau et d'un trafic de femmes mineures. Que c'était une consommation, parce que c'est une consommation quotidienne, obsessionnelle, de jeunes filles mineures, de Jeffrey Epstein, mais de tout un tas de personnages autour sur lesquels on a travaillé. On a travaillé aussi sur Daniel Siat, qui est accusé d'être un autre rabatteur, et un autre homme accusé lui-même de violences sexuelles sur d'anciens mannequins. Donc on s'est mis à faire tout ce travail en essayant de tenir un peu les deux bouts. Alors parfois ça heurtait des plaignantes ou des lecteurs-lectrices quand on a fait une émission qui était assez forte, avec d'ailleurs une plaignante, son avocate en plateau, et puis nous-mêmes. On avait titré sur la prédation financière et sexuelle, et je sais que ça a pu choquer des gens de se dire qu'on mettait sur le même plan de la prédation financière et de la prédation sexuelle, mais on a toujours eu à cœur de rappeler les témoignages des plaignantes et rappeler le fond de l'affaire tout en enquêtant sur le reste, parce que la prédation financière, elle fait partie aussi de toutes ces personnes qui se sont mis aussi dans la main de Jeffrey Epstein avec ses différents volets, et que ça fait partie du récit des choses qu'on voulait raconter. Non, mais peut-être là-dessus, sur ce point, c'est vrai que très vite, ce qui nous est apparu, c'est que il est difficile, quand on plonge dans cette eau tressomètre des Epstein Files, de dissocier, sans hiérarchiser, ou déhiérarchiser plutôt, mais de dissocier l'argent comme étant un moyen pour Epstein de s'acheter une sorte de mur de complaisance à l'échelle de la planète, de gens très puissants, mur à l'abri duquel ça lui permettait d'être une protection pour la poursuite de ces crimes sexuels, qui est le
le moteur de tout ça. Et donc, l'argent, la puissance financière, la compromission de chefs d'État, de diplomates, c'est comme si ça ne visait qu'une poursuite, c'était de s'offrir un bouclier derrière lequel il continuait ce que décrivait Marine. C'est la raison pour laquelle moi j'ai été vraiment surpris. C'est pas la première fois, mais j'ai le souvenir, après nos premières révélations, d'avoir été invité à la matinale d'Inter. Et le débat, c'était est-ce que la transparence va trop loin? Et c'est vrai que des fois, on se retrouve dans des... Enfin, c'est un peu tarte à la crème ce que je veux dire, mais il y a un côté orwellien, quoi. Vous savez, la force c'est l'ignorance, la guerre c'est la paix, de discuter des choses un peu à l'envers, un peu comme dans un monde renversé. Je ne sais pas si vous avez des ados qui regardent Stranger Things, voilà, l'upside down, le monde à l'envers où il y a les monstres. Des fois, le débat public, c'est un peu l'upside down, quoi, où tout est renversé. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, la transparence dont on parle, elle n'est d'ailleurs que partielle dans l'affaire Epstein, mais elle est le fait de Donald Trump. C'est Donald Trump qui, pendant la campagne électorale, a dit « je vais rendre public l'intégralité des documents ». Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit « bon, merde, j'ai peut-être parlé trop vite, finalement, je ne le fais pas ». Du coup, il y a eu injonction du Congrès américain d'obliger la justice à rendre public les documents. Donc la transparence, c'est celle de Donald Trump lui-même, avant qu'il s'auto-rétracte, mais c'est une transparence partielle. Il faut avoir à l'idée que ce qu'on appelle les Epstein Files, c'est les 3 millions de documents. C'est beaucoup, 3 millions de documents, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le procureur adjoint, le ministre adjoint de la justice, pour dire les choses du gouvernement américain à l'époque, qui est aujourd'hui le ministre de la justice, il s'appelle Todd Blanche. Cet homme, on est chez les Sopranos, hein. Cet homme, c'est l'avocat personnel de Donald Trump. Et cet homme, quand a été rendu public les 3 millions de documents, il a dit « nous n'avons pas tout rendu public ». Et ce qu'il y a, c'est lui-même qui le dit dans la conférence de presse, les éléments les plus graves, qui concernent notamment les violences sur les enfants, et notamment les crimes sur les enfants, qui concernent les morts, c'est son terme, nous ne le rendons pas public. Et donc nous savons que ce à quoi nous sommes confrontés avec les Epstein Files, même si c'est 3 millions de documents, de l'aveu même de ceux qui ont orchestré une semi-transparence, parce qu'ils ont été obligés, encore une fois, par le Congrès américain, en fait, ça n'est que partiel. Mais là, ça pose une question, évidemment, aux journalistes, c'est que, oui, nous, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Mais avec les documents qui étaient libérés, moi, je ne peux pas accepter l'idée de se dire, parce que c'est sale, parce que c'est des documents qui viennent de l'administration Trump, parce que, on se bouche le nez et on ne regarde pas. Justement, c'est à nous de plonger la main là-dedans, de trier, de faire attention précisément, par exemple, à la façon dont ont été jetées en pâture les victimes. Les choses qui n'ont pas été caviardées, ce sont les noms des victimes. Et tu pourras peut-être le dire, François, tu as beaucoup écrit là-dessus, alors que certains complices de Jeffrey Epstein, leurs noms à eux étaient caviardés dans les documents. Voilà. Donc les documents ne sont pas une fin en soi, mais c'est un des moyens, un des éléments de l'enquête. Oui, je compléterai juste sur un point. Alors sur le point du fait que quand on est invité la première fois, c'est vrai que les premières questions, c'est « Ah là là, mais vous allez mettre en danger des gens, vous allez mettre en pâture leur nom ». Et moi, ce qui m'a frappé un peu comme Fabrice, c'est cette espèce d'empressement, et notamment d'Emmanuel Macron, qui tout de suite dit « Mais c'est une histoire américaine ». Et en fait, tout montre que ce n'est pas justement une histoire américaine. Et je trouve que l'une des principales révélations qu'on peut avoir en regardant ces documents-là, c'est justement de découvrir. Moi, je ne savais pas à quel point Paris... alors toi, tu avais bossé sur le dossier, mais je pense qu'on n'avait pas conscience à quel point Paris était un des lieux où Jeffrey Epstein était venu après sa première condamnation. Il passe 1 an et demi, 1 an en prison dans une manière plutôt douce, avec assignation à résidence. Il peut sortir pendant la journée et continuer à faire ce qu'il veut. Il va juste en prison la nuit, avec un arrangement avec le procureur de Floride, qui après va être nommé ministre de la Justice de Donald Trump, obligé de démissionner à cause de ça. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est cette espèce de volonté, en tout cas de certaines en France, de dire « Ah non, c'est pas du tout une histoire française ». Alors qu'en fait,
tout ce qu'on montrait, tout ce que les journalistes, et pas que nous d'ailleurs, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, mais tout ce qu'on montrait, c'est que c'était aussi une histoire française. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'intéressait, c'est pour ça que je trouvais que ce que dit Marine est intéressant aussi sur d'autres histoires de violences sexuelles et sexistes, c'est cette espèce d'entourage qui fait qu'en fait, ce ne sont pas des gens qui opèrent seuls, il y a toujours un entourage. Alors, on ne va pas dire forcément que Jack Lang est coupable, par exemple, de crimes pédocriminels. Mais par contre, il y a ce que disait Fabrice, cette espèce de constitution d'un réseau d'hommes puissants avec de l'argent qui leur permet d'avoir des gens qui ferment les yeux à un moment donné sur... et qui lui permet, par exemple, aux États-Unis de bénéficier d'un traitement de faveur de la justice parce qu'il a des avocats très puissants qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent faire pression face à des jeunes femmes qui sont présentées comme des prostituées à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'elles ont été présentées comme des prostituées. Et l'accord qu'ils signent, c'est marqué qu'elles étaient des prostituées. Elles ont 15 ans, en fait. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ça, cette espèce de côté... non, ce n'est pas une histoire française. Bah, désolé, oui, c'est aussi une histoire française. Et pour montrer peut-être ce qu'apportent aussi les documents qui ont été publiés, en 2019, l'agenda d'Epstein avait été saisi dans les perquisitions quand il y avait une enquête justement en France parce qu'il avait un énorme appartement avenue Foch. Ils avaient saisi son agenda, ils avaient saisi son petit répertoire téléphonique et il y avait le nom de Caroline Lang. Et à l'époque, évidemment, tous les journalistes, nous y compris, on a essayé d'obtenir des réponses de Caroline Lang, comment elle expliquait sa présence dans ce répertoire. Et il n'y avait pas eu de réponse, et notamment parce qu'en fait, il y avait beaucoup moins d'impact médiatique et de pression médiatique autour de l'affaire Epstein, qui restait encore une affaire américaine. Je veux dire, qui se souvient qu'à l'époque, la justice a ouvert une enquête, que les policiers et policières, c'est assez rare, ont fait un appel à témoins. Les policiers et policières du groupe mineur central de l'OCRVP, prestigieux service qui est en pointe dans la lutte contre la pédocriminalité, ont fait carrément un appel sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour dire si vous avez des choses à dire dans le cadre de l'affaire Epstein et de son volet français, appelez-nous. C'est quand même assez rare, surtout en matière de violences sexuelles. Donc, effectivement, les documents sont venus démontrer des liens, étayer des liens. Donc, ils sont importants et c'était totalement d'intérêt public. Mais pour rejoindre ce que dit aussi François, en fait, on a essayé aussi de dire ce qu'on savait et ce qu'on ne savait pas dans cette affaire. Il fallait aussi dire tout ce qu'on ne pouvait pas savoir, ce que pouvaient montrer les documents et nos recoupements et ce qu'ils ne montraient pas. Et comme l'a dit Fabrice, les documents étaient grandement expurgés. Ça a été dit effectivement par le numéro 2 du ministère de la Justice et avocat de Trump, ancien avocat de Trump. On n'avait qu'une limite, on n'avait que des éléments limités. Donc ça a été important pour nous, dans tous nos articles, dans toute l'affaire, de dire ce qu'on savait et ce qu'on ne savait pas. Et dernier point, on s'est aussi retrouvé à faire des recherches un petit peu dans le même sens. Avec François, on s'est un petit peu amusé, entre guillemets, à taper tout un tas de noms, Polanski, DSK, etc., pour voir un petit peu s'il y avait des liens éventuels. Et en fait, ce que montrait, enfin, tu raconteras mieux que moi, tu as passé un temps fou, toi, dans ces documents, beaucoup plus que n'importe lequel d'entre nous. Ce que ça montrait, c'est une obsession d'Epstein pour les affaires des autres, les accusations des autres, Polanski, DSK, Woody Allen, une grande amitié entre Epstein et Woody Allen, des échanges entre Epstein et la compagne de Woody Allen, au moment de MeToo notamment. Enfin, peut-être tu peux raconter, c'était sidérant. Et on a fait un papier. On a fait un papier là-dessus parce qu'en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est la récurrence de l'obsession d'Epstein pour tous les cas de harcèlement aux États-Unis notamment, mais aussi, alors aux États-Unis par exemple, il était très très fort. Il a réussi à composer tout un réseau d'amitié auprès d'universitaires, de personnalités académiques, notamment dans la science, dans les mathématiques, parce que bon, lui c'était un prof de maths à l'origine et il avait financé même un service du MIT, qui est la grande université américaine. Et en fait, il se retrouve à un moment donné étant le conseiller d'un professeur, je ne sais plus de quelle université, mais qui était poursuivi par une ou des étudiantes à cause d'accusations de harcèlement sexuel. Et on voit tout d'un coup, dans ces documents-là, ce qui est intéressant, c'est de voir le mail que le type envoie à Epstein en lui demandant des conseils, en fait. Et c'est quand même assez vertigineux. Et après, le deuxième aspect qui m'avait frappé aussi, c'était au moment de l'affaire DSK. Donc, il était à l'époque à New York. Et il est en contact avec un journaliste qui s'appelait aussi Epstein d'ailleurs, mais qui est mort et qui a travaillé sur l'affaire DSK.
Et ce journaliste était persuadé qu'il y avait un complot derrière. Vraiment persuadé que derrière l'affaire DSK, il y avait un complot. Et il avait écrit des bouquins, etc. Et on voit le Epstein très, très intéressé. Il commande le livre, il a des échanges avec le journaliste et tout. Et Woody Allen, notamment aussi. Et en fait, il y a toute cette espèce de... On appelait ça une espèce de constellation de satellites, d'étoiles noires, et avec Epstein comme étoile noire au milieu de ce truc, avec un discours offensif en plus, très offensif, dénonçant le wokisme, le féminisme exacerbé, presque les féminazis. Enfin, on a l'impression que... Et ça, c'est très très fort dans ce qu'on peut voir. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le document, c'est-à-dire que, comme disaient Fabrice et Marine, c'est très fastidieux parce que vous devez vous le coltiner, des mails qui se répètent, etc. Mais en fait, quand vous arrivez à reconstruire les conversations, il y a des choses quand même très très intéressantes sur l'imaginaire de ce type, sur la manière dont il tisse son réseau. Voilà. Alors, peut-être répondre à des questions, sachant qu'on nous a passé un petit mot pour nous dire qu'avec Marine, car nous sommes les Shirley et Dino de ce festival, nous sommes requis à 17h40 sur une autre scène. Donc allez-y, lâchez-vous sur les questions, on essaiera d'y répondre. Oui, c'est bien une question, parce qu'en fait, de la même manière que pour les Panama Papers, les journalistes du monde entier ont une communauté de journalistes, j'imagine que vous ne travaillez pas en silo France. Et comment ça se passe sur le plan mondial ? Alors, il y a une grande différence, en fait, avec les Panama Papers ou d'autres leaks, fuites, comme on dit. C'est que les Panama Papers, c'est une fuite de documents auxquels accèdent un ou plusieurs journalistes, qui est partagée, mais secrètement, pendant des mois d'enquête, fût-ce pour un média ou pour plusieurs médias. Là, tout le monde devenait le détective de soi-même, puisque ces 3 millions de documents étaient disponibles à vous comme à nous. Et c'est là où le journalisme fait toute la différence. Non pas que vous ne soyez pas possiblement extrêmement avertis et pouvant trouver des informations, mais c'est là où nous, journalistes, par métier, par quasiment atelier, nous avons appris que c'est pas parce qu'il y a quelque chose dans un mail que c'est vrai. Dans un mail, on peut se tromper, on peut mentir, on peut raconter n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose un peu d'effrayant de voir sur les réseaux sociaux des extraits de mails qui faisaient 1000, 10 000, 20 000, 100 000 retweets parce qu'on pouvait interpréter, conclure quelque chose de l'extrait du mail qui, en fait, après vérification, n'est pas exact. Parce que nous, on ne prend pas un document comme une fin en soi, même s'il y a l'effet documentaire. Ça, c'est quelque chose de dangereux. L'effet documentaire donne l'impression que parce qu'il y a un document, du coup, c'est une preuve. Voilà. Et en fait, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce que les documents, c'est comme les pièces d'un puzzle. C'est quand on les met les uns à côté des autres qu'ils s'emboîtent, qu'on commence à voir ce qui est dessiné. Et donc ça, le métier du journalisme nous apprend ça. Sauf que c'est vrai qu'on était pris de court par des emballements parfois où des informations, des éléments rendus publics sur des comptes, parfois complotistes, parfois pas, peu importe, et devenaient comme un élément du débat public quasiment acquis pour plein de gens, alors qu'après un peu de temps de vérification, et le temps du journalisme de ce point de vue-là est plus long, bah c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc nous, il faut toujours réussir à trier dans ces masses documentaires le bon grain de livret. Mais ce qui est tout à fait nouveau, inédit, c'est que ça se faisait à ciel ouvert à l'échelle de la planète. Ça, c'était jamais arrivé, ça, comme ça. Moi, j'ai participé à l'opération Panama Papers au Monde quand j'étais au Monde. C'est extrêmement différent. C'est-à-dire que vous disposez des documents, vous travaillez avec une trentaine de médias du monde entier, vous vous retrouvez à Washington, vous vous retrouvez à Munich, etc. Vous avez le temps de travailler, vous vous répartissez la tâche de travail. Là, c'est impossible. C'est ce que disait Fabrice, vous êtes aussi soumis à cette espèce de pression de l'extérieur, parce que tout le monde y a accès. Et donc, vous devez garder l'esprit froid, ne pas vous laisser emporter par la pression. C'est un bordel monstre, en fait. Panama Papers, c'est une pièce ultra rangée, tout le monde a ses clés, les machins, on retrouve et tout ça. À telle heure, on sait exactement ce qu'on va publier, on a le nom de l'opération, tout est extrêmement cadré. Là, c'est impossible d'avoir ça. De toute façon, aucun journal... Ça n'aurait aucun sens. Éventuellement, peut-être sur le long terme, ça aurait un sens d'essayer de voir si on travaille sur cette masse documentaire, etc. Mais en l'occurrence, quand c'est publié, non, c'est vraiment impossible.
Oui, il y avait une petite conclusion un peu rapide qu'a fait Fabrice Arfi, je crois, par rapport au... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un peu rapide. C'était concernant la visée de tout ça. C'était pour... Vous avez dit pour couvrir tous les abus d'Epstein. C'est ça le but, d'avoir mis en... Enfin, comment dire, impliqué autant d'hommes de pouvoir. Quel est le but Est-ce qu'au travers de toute cette enquête, est-ce que le but final se dessine un peu plus dans votre esprit? Ou est-ce que vous avez une idée? Non, c'était ça ma question. pardon si je me suis mal exprimé. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que à force de documenter grâce aux Epstein Files, mais pas que aux Epstein Files, par ailleurs, aux gens qu'on rencontre, aux enquêtes. Nous, on n'est pas enfermé dans les Epstein Files. Les Epstein Files, je vous l'ai dit, c'est un moyen. Après, on va confronter à des témoins, à d'autres personnes, réunir des documents judiciaires, enfin, faire une enquête. Ce qui nous est apparu assez rapidement, c'est que, oui, une grande partie du système de ce que nous avons appelé la prédation financière d'Epstein, comment acheter des hommes puissants, lui permettait de se fabriquer une sorte de barrière d'immunité à l'abri de laquelle il pouvait continuer ses crimes. Puisque ça a été raconté par François. S'il s'en est bien sorti de ses premières accusations et condamnations criminelles en Floride, c'est parce que le procureur a été acheté. Lequel procureur? Et que c'est la presse qui relance absolument, l'affaire. et c'est le Miami Herald qui fait une enquête extraordinaire en relançant l'enquête en 2015, qui permet ensuite que l'affaire Epstein devienne celle que nous connaissons. Après, la corruption peut avoir d'autres visées que ça, mais c'était patent de voir dans son cas. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas français, sur lequel on a écrit, mais peu écrit. Enfin, notre correspondante avait écrit en Angleterre, mais l'affaire qui secoue le gouvernement britannique depuis, qui est l'affaire Peter Mandelson. Bon. Vous avez vu que l'ancien ambassadeur nommé par le Premier ministre, etc., et qui était complètement dans la main de Jeffrey Epstein. Bon. Je ne sais pas, pour celles et ceux qui ont suivi ça, est-ce que vous avez vu la photo de l'ambassadeur en slip avec une jeune femme? Bon. Il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dans la salle chez Epstein en disant « Monsieur Mandelson, ça vous dit si je vous prends en slip en photo ?» C'est quoi cette photo? C'est une photo volée. C'est une photo cachée. Quand la perquisition a eu lieu dans les villas d'Epstein, qu'est-ce qu'on a trouvé dans les placards? Des caméras, des photos. Et donc, cette façon d'amener à soi des hommes très puissants, de les photographier, ça permettait de les tenir. Et à l'abri de ce qu'on peut appeler un compromat, pour reprendre le terme russe cher au KGB, ça permettait de continuer à faire prospérer son petit monde. Ce qui est fou à l'échelle d'Epstein, c'est que c'est un homme, avec un système autour de lui, mais c'est un homme qui avait des gens à lui, qui en France, qui en Norvège, qui aux États-Unis, qui en Israël, qui dans plein de pays, lui permettaient bien sûr de faire des affaires, y compris pour des enrichissements personnels et du compte personnel. On l'a bien vu avec, par exemple, la banque Edmond Rothschild, qui lui avait donné un contrat de 25 millions de dollars. Donc il était intéressé aussi là-dessus. Je ne dis pas qu'il y a que ça. Mais ce qui est pour moi très frappant, c'est la manière dont la corruption était un moyen du crime sexuel. Avec des affidés qui devancent ces demandes. Enfin, l'histoire que tu révèles avec Hélène Salvi, c'est exactement ça, d'un diplomate qui devance presque les demandes diverses et variées d'Epstein. Juste peut-être sur la manière dont je comprends aussi la question, c'est l'opération de publication des millions de documents en fait. Alors, on a juste oublié de dire qu'en fait, ils ont été obligés de publier ces documents. C'est-à-dire que Donald Trump a été pris à son propre piège. Comme je le disais, il a utilisé pour sa campagne vis-à-vis de sa base, qui est nourrie de récits complotistes, il a saisi cette affaire. Avant, c'était plutôt QAnon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de QAnon qui expliquait qu'il y avait un réseau pédocriminel démocrate aux États-Unis. Et là, en fait, ils ont basculé pendant la campagne sur l'affaire Epstein en pensant mettre en cause notamment Bill Clinton, donc les démocrates. Mais il a été pris à son propre piège, puisque, en fait, quand il est arrivé au pouvoir, la ministre de la Justice a géré ça de manière totalement désastreuse parce qu'ils se sont aperçus que ce qu'ils avaient vendu à leur public ne correspondait pas à la réalité. Et en fait, ils ont été pris à leur propre piège dans le sens où il y a deux représentants ont réussi à faire voter une loi qui obligeait le ministère de la Justice a publié ces documents. Et en fait, ils devaient les publier en décembre, je crois. Ils ont mis plus d'un mois à le faire.
Ils l'ont fait en 2 fois en plus. Voilà, ils l'ont fait une première fois en novembre, mais vraiment de manière partielle, et c'est presque passé, c'est passé totalement inaperçu. Et ils l'ont fait de manière massive, donc en janvier. Mais ils ont été obligés de le faire. Et en fait, moi, je suis persuadé que ce que Trump a dans la tête, c'est d'essayer de faire en sorte de faire oublier son amitié avec Jeffrey Epstein, une amitié qui se nourrit de ce que Marine a documenté sur l'histoire, j'allais dire Bruel, mais non, c'est Brunel. Je suis fatigué, désolé, j'avais enlevé le N. Il y a une N en plus. Oui, voilà. Désolé. C'est le milieu du mannequinat. Et en fait, Donald Trump essaye de faire oublier ça. Il y a de nouveaux documents ont été publiés où on voit les rapports beaucoup plus étroits entre Epstein. Voilà, moi je me pose une question parce que, comment ça s'appelle, Epstein venait régulièrement en France. Il avait pignon sur rue avenue Foch. Et il avait une relation très étroite avec toutes les agences de mannequins. Donc, quand il y a eu une perquisition dans cet appartement, qu'est-ce qu'on sait de ça? Est-ce qu'il y a eu un rapport de fait? On ne sait rien de ça. C'est quand même étrange, parce que le mannequinat est très développé en France, et quand même, ici, on est un carrefour où il y a eu beaucoup de gens qui ont été de mèche avec Epstein. Il y a eu, à l'été 2019, l'ouverture en France d'une enquête. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Epstein passait une partie de son année. D'ailleurs, avant son arrestation, il était 3 semaines en France. Donc, il y avait effectivement tout un tas d'amis. Il avait dans son carnet d'adresses des salons de massage, des adresses des contacts de jeunes femmes, tout un tas de personnages. L'enquête judiciaire s'est rapidement orientée vers un personnage, Jean-Luc Brunel, parce que en fait, les femmes qui se sont manifestées à la justice notamment, et ce qui a été retrouvé, orienté beaucoup vers cet homme. Il faut savoir que dans l'Epstein Files, Jean-Luc Brunel, il apparaît partout. C'est plus qu'un rabatteur, ou en tout cas un rabatteur présumé, parce que jusqu'au bout, lui, ses avocats ont toujours nié ce rôle. Il n'a pas été mis en examen sur ces faits, mais il apparaissait comme central dans un rapport presque fraternel avec Epstein. L'enquête s'est beaucoup orientée sur ce volet. Est-ce que la justice aurait dû regarder d'autres rabatteurs présumés, Daniel Siad ou autres ? Peut-être, en tout cas, ils se sont beaucoup concentrés là-dessus. Ils ont beaucoup travaillé. Il y a quand même une instruction, ça a duré longtemps. Cette instruction, elle a pris fin quelques mois après le suicide de Brunel parce que il était décédé. Donc voilà, il y a une extinction de l'action publique. Ils auraient dû peut-être, c'est une question qui se pose aujourd'hui, chercher d'autres acteurs de ce trafic. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, puisque depuis la révélation de ces files, et puis en janvier, et la révélation par la presse d'énormément de choses, le parquet de Paris s'en est saisi. Des magistrats ont été mandatés pour examiner tout ce qui était sorti dans la presse, examiner les files, mais aussi ouvrir, c'est ce qu'ils ont fait, une enquête à part déjà sur Daniel Siad, puisqu'il a été visé par une plainte d'une ex-mannequin suédoise, par aussi des témoins qui ont pris la parole dans la presse et auprès de la justice. Donc il y a aujourd'hui à nouveau une enquête en cours. Voilà, je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre question, mais il y a eu une instruction quand même à l'époque qui a été faite, qui a duré plusieurs années, qui s'est concentrée beaucoup sur Brunel, mais qui était ouverte à la base sur les victimes françaises de Epstein ou les victimes en France d'Epstein, donc des victimes potentiellement étrangères en France. C'était ça le périmètre premier de l'enquête. Si je peux me permettre, si le sous-texte de la question, c'est est-ce qu'il a été protégé ? Voilà, c'est ça, ce que j'entends dans votre question. Mais en fait, c'est très compliqué de convoquer une réponse qu'on pourrait imaginer, souhaiter, mais quand on l'a pas, on l'a pas. Nous, notre métier, c'est de dire que quand on sait pas, on sait pas. Et donc, précisément, le propre, parfois, c'est là où il y a un point d'interrogation, de relier 2 fils dont la réponse nous satisfait. Mais parfois, c'est parce que... Est-ce qu'il y a eu des erreurs de la part de l'enquête judiciaire ? C'est possible, peut-être. Est-ce qu'il a été protégé ? Vous avez le droit de le penser. Mais est-ce qu'il y a des éléments pour le dire et le soutenir, nous, en tant que journalistes ? Il faut faire attention. Nous, on ne peut pas. Parce qu'on n'invente pas les informations. Parce qu'on n'essaye pas de conformer le réel à une intuition qu'on peut avoir, bonne ou mauvaise, ou un a priori. Une intuition, c'est un a priori qui a vu juste. Voilà. Et donc, je sais bien à quel point ce type d'affaires et d'autres, en fait, charrient des questionnements si lourds et des envies de résolution face à des crimes qui nous retournent. Mais la réponse n'est pas toujours forcément celle de « il y a une main occulte qui a dit à la justice de le protéger ».
Ça peut arriver. L'invraisemblable est parfois vrai. Mais quand on n'a pas la réponse, il faut on doit vous dire, en responsabilité, nous n'avons pas la réponse. Et si nous n'avons pas la réponse, on ne peut pas l'affirmer. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas l'affirmer que c'est quand même quelque chose qui existe, mais qu'on ne peut pas vous dire. Parfois, le doute, c'est le doute. Et on ne sait pas. Et je crois qu'un bon journaliste, c'est quelqu'un qui dit « je ne sais pas », parfois. Merci beaucoup. Merci. Mediapart.